grâce au nom de Dieu, le tout clément, le miséricordieux, et que la bénédiction soit sur ses messagers et leurs héritiers depuis le premier homme à nos jours. Que la paix soit avec vous. Lors de ma première vidéo, c'est-à-dire ma vidéo d'introduction et de présentation, je vous avais proposé un témoignage. Je souhaitais témoigner de ce que je vois, témoigner de ce que j'entends et, vous avais-je dit, témoigner de ce que je lis et de ce que je vis ici, en Iran, notamment concernant l'agression américano-israélienne contre le territoire iranien et tout ce qui s'y rapporte. De même, je vous avais proposé une analyse des causes et des circonstances qui ont abouti à cette guerre, en commençant par aborder la guerre elle-même, pour remonter progressivement le cours de l'histoire et finir par traiter de la question épineuse de la révolution islamique d'Iran, qui, en réalité, est le véritable cœur du conflit. Nous en sommes au 56e jour de guerre, une guerre qui, jusqu'à présent, aura été effective durant 40 jours, puisqu'une trêve, que l'on a vue par ailleurs assez fragile, a été décidée par les belligérants, puis reconduite unilatéralement depuis 2 jours maintenant par le président américain. Aussi, ce que je souhaite faire aujourd'hui n'est pas à proprement parler une analyse de la situation, parce que lorsque l'on parle d'analyse, et a fortiori d'une analyse sérieuse et rigoureuse d'un sujet quel qu'il soit, il nous faut, pour définir et traiter de ce même sujet, en déterminer les éléments les plus fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui constituent et fondent l'objet que l'on cherche à analyser. Tandis que le témoignage que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui ne permet pas de se faire une idée précise de ce que cette guerre est véritablement. En revanche, il nous donne un sentiment très fort et très puissant, un sentiment et une intuition qui ne peuvent pas ne pas être partagés par tous. Non pas de ce que cette guerre est, mais de ce qu'elle n'est pas. Qu'est-ce que cette guerre n'est pas ? Je peux l'affirmer, au vu de ce que nous avons vécu ici en Iran depuis le début de l'agression, et je vais tenter d'ailleurs de vous présenter les raisons qui me conduisent à ce sentiment. Cette guerre n'est pas une guerre de libération. À aucun moment, il nous est possible de croire que les États américains et israéliens ont initié cette guerre dans le but de libérer la population iranienne de ce qu'ils disent être une dictature. Et pour vous le montrer, je vais tout simplement vous présenter un bilan des pertes humaines, un bilan des pertes civiles que compte la population iranienne, ainsi qu'un état des lieux. Un état des lieux des destructions considérables de l'infrastructure urbaine, dont toute atteinte ne fera pourtant qu'accroître et accentuer les difficultés que les Iraniens rencontrent dans leur vie quotidienne, et ce, chaque jour que Dieu fait. Pour vous présenter ce bilan, je souhaiterais tout d'abord commencer par la province de Qom, celle où je me situe, pour ensuite étendre mon propos au reste du territoire iranien. Selon le gouverneur de la province de Qom, nous aurions été bombardés, nous à Qom, plus de 100 fois. De ces bombardements ont résulté 104 morts. 104 morts et 320 blessés. Aussi, je vous demande de prendre la mesure de ce que
derrière ces chiffres, il y a la souffrance d'hommes, de femmes et d'enfants. Parfois, les bombardements ont décimé toute une famille, comme c'est le cas par exemple de la famille que vous voyez à l'écran, la famille Mehdi, qui a été entièrement décimée par le bombardement qui a détruit leur logement. D'autres fois, il y a des survivants. Et parfois, il n'y a qu'un seul et unique survivant. Un seul membre d'une même famille a survécu. Et c'est arrivé plusieurs fois. Comme c'est le cas de ce jeune homme, Mohamed Mahdavi Arif, qui a perdu toute sa famille. Je vous demande d'imaginer la souffrance que d'avoir été avec toute sa famille, de s'être retrouvé sous les bombardements avec toute sa famille et d'être le seul à en réchapper. Au-delà de la province de Qom, les provinces de Téhéran, d'Isfahan et de Hormozgan ont été les plus touchées. La province de Téhéran est très connue, évidemment, puisque Téhéran est la capitale. Celle d'Isfahan, peut-être plus encore que Téhéran, Isfahan, la ville mythique. Mais même celle de Hormozgan, la province de Hormozgan, maintenant est très certainement devenue célèbre, tristement célèbre, en raison de ce qu'elle abrite en son sein la ville de Minab, ville où se trouve la petite école, ou l'école pour petites filles, qui a été visée dès le premier jour du conflit. Nous en reparlerons lorsque nous ferons l'historique. Ces trois provinces ont été les plus touchées. Les morts se comptent par centaines et les blessés par centaines dans chacune de ces provinces. Selon le président de l'Organisation iranienne de la médecine, le nombre de victimes aujourd'hui, selon le dernier bilan d'il y a 2-3 jours, s'élèverait à 3375 morts. 3375. Parmi ces 3375 morts, un tiers environ, se répartissent entre femmes, enfants et adolescents et personnes âgées. Un tiers. De même, sur le territoire iranien dans son ensemble, le nombre de blessés, et je tiens ce chiffre du ministère de la Santé d'il y a peut-être 2 semaines, 6700 blessés sont des femmes et des enfants. 6700. La question qui se pose, d'autant plus que ces blessés, certains d'entre eux sont graves, sont dans un état grave. Qu'il s'agisse des blessés de Qom, les 320 dont j'ai parlé, ces 6700 femmes et enfants blessés, ou les autres blessés, qui sont des hommes, eh bien, certains d'entre eux sont dans un état grave. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, un enfant, je crois, de 3 ou 4 ans, a succombé de ses blessures. La question qui se pose est la suivante. Comment pourrions-nous croire que l'aviation américano-israélienne serait venue bombarder l'Iran pour libérer son peuple de la dictature? Comment pourrions-nous le croire? Concernant les dégâts causés à l'infrastructure civile et urbaine en Iran, nous pouvons noter que, selon les autorités, plus de 125 000 lieux publics et espaces d'habitation
ont été visés et au moins partiellement détruits. 125 000 lieux publics. En quoi viser 125 000 lieux publics et espaces d'habitation pourrait permettre de libérer le peuple iranien? De même, 23 000 établissements commerciaux ont été visés et au moins partiellement détruits. Encore une fois, en quoi viser des établissements commerciaux pourrait permettre de libérer le peuple iranien? Pire encore, 339 centres hospitaliers. 339. En quoi viser et détruire au moins partiellement 339 centres hospitaliers pourrait permettre de libérer le peuple iranien? Les centres hospitaliers, nous savons tous à quoi ils servent. Ils servent justement, le cas échéant, lorsque les Américains et les Israéliens bombardent les Iraniens, ils servent à recueillir les blessés et tenter de les sauver. Seraient-ce les Iraniens eux-mêmes qui sont visés par ces bombardements? Pire encore, parce que oui, il y a encore pire. 41 ou 41 ambulances ont été directement visées. 41 ambulances. 41 ambulances alors qu'elles exerçaient, alors qu'elles avaient été appelées pour secourir. 41. 24 urgentistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. 24 urgentistes. C'est-à-dire que ces héros, on ne peut les qualifier que de héros, ces héros tentent de secourir en arrachant de leurs mains, en creusant de leurs mains les gravats pour sortir d'éventuelles âmes encore vivantes de sous les décombres. Et alors qu'ils tentent de sauver des âmes, ils se font bombarder et tuer. Une des questions que l'on doit nécessairement se poser, c'est avec l'évolution technologique et l'avancée technologique américaine, ces frappes sont-elles involontaires? J'estime que ce sont là des questions légitimes. Pire encore, les écoles. Selon le ministère de l'Éducation, 757 écoles ont été directement visées. 757 écoles. Je vous avais dit lors de ma première vidéo, ma vidéo d'introduction, que l'école de ma fille avait même été touchée. D'ailleurs, vous pouvez constater les dégâts sur les images. Mais dans le cas de l'école de ma fille, ce qui a causé les destructions, ce ne sont pas des bombardements qui ont directement visé l'école. Ce qui a été visé, semble-t-il, c'est un lieu à proximité de l'école et ce sont les explosions qui ont causé les dégâts que vous avez vus. Mais concernant ces 757 écoles, l'histoire est tout autre. Elles ont été directement visées, exactement comme pour l'école de Minab. Exactement comme pour l'école de Minab, où 165 petites filles ont été tuées. 165. D'ailleurs, des urgentistes ont été tués alors qu'ils tentaient de secourir ces petites filles. Ce qu'il faut savoir, c'est que Minab a été frappée à 2 reprises. Une première à une certaine heure de la journée, et à une demi-heure d'intervalle, une seconde fois, l'école est visée. Mais à ce moment-là,
l'école est visée alors que les secouristes sont dedans et qu'ils tentent de sortir des gravats ces petits corps. Il y a des images affreuses où les secouristes tentent de sortir justement ces petits corps et voient une main. Et en voyant une main ou en voyant un pied, se mettent à pleurer, tous à pleurer. En sanglots, ils tombent en sanglots. Comment est-ce que ces bombardements sur des écoles directement visées pourraient libérer le peuple iranien? Comment? En quoi? Ils ont aussi bombardé les universités. Les universités, donc ils viennent pour libérer le peuple iranien et ils détruisent donc les écoles avec les petites filles à l'intérieur jusqu'à ce que les autorités décrètent, comme je vous l'avais dit, les cours à distance, décrètent une suspension des cours qui doivent donc avoir lieu à distance depuis les premiers bombardements d'écoles. Mais non seulement les écoles, mais également les centres de recherche, les universités. Donc si jamais on accepte la considération que la connaissance libère, si tant est que l'Iranien ait besoin d'être libéré. Mais si jamais c'était le cas, la connaissance libère, n'est-ce pas? Comment considérer ces bombardements d'universités? Des universités où l'on étudie les mathématiques, donc, dont l'objet d'étude sont les sciences dures, les mathématiques, la biologie, la physique, la chimie, qui sont les meilleurs au Moyen-Orient et parfois rivalisent avec certaines des meilleures universités du monde. Parce que c'est cela la réalité iranienne. Un très haut niveau d'éducation. Mais ce n'est pas que cela. Il y a aussi des universités où l'objet d'étude, ce sont des disciplines qui relèvent des sciences humaines. La philosophie, le droit, la sociologie. Ces disciplines aussi sont censées libérer. En quoi viser et détruire ces universités permettrait de libérer les Iraniens? De les libérer de quoi? De les libérer de quoi? Il faut savoir que un certain nombre d'enseignants et de professeurs sont allés dans leurs écoles et dans leurs universités bombardées après les bombardements, alors que les écoles n'étaient plus qu'un tas de ruines. On posait leur ordinateur et ont tenu à donner leurs cours à distance par Internet, mais en étant sur place, dans leurs écoles, dans leurs universités. Ces professeurs et ces enseignants n'ont pas l'air de considérer que ces bombardements les libèrent. En aucun cas. Si l'on s'efforce de faire un historique des événements, depuis le premier jour de l'agression jusqu'à la trêve, l'on peut constater un certain nombre de réalités. La première de ces réalités est que les États-Unis se rendent coupables dès le premier jour du conflit et dès les premières heures de l'agression de crimes de guerre, puisque l'école de Minab est visée au matin à 2 reprises, et la seconde alors que les secouristes tentent de sortir des décombres de potentielles âmes encore vivantes. 165 petites filles et un certain nombre de secouristes et d'enseignantes. C'est le premier crime de guerre. Ensuite, nous pouvons constater également que les Israéliens, semble-t-il, du moins c'est ce qui nous est rapporté par les médias officiels,
les Israéliens, qui de toute façon sont armés par les Américains et sont de connivence, ont assassiné le guide de la Révolution, un certain nombre de dirigeants politiques et un certain nombre de responsables militaires au premier jour de l'agression, dès le matin. Ce qui est à noter ici, c'est la médiocrité morale derrière ce type d'action. Je ne parle même pas de droit international, parce que le droit international est mort au moment où l'agression américano-israélienne contre l'Iran a eu lieu, puisque cette action est tout simplement illégale. Ils n'ont pas le droit d'attaquer l'Iran. Donc, d'un point de vue ou du point de vue du droit, la question est close et elle n'a même pas grand intérêt. Parce que nous voyons, au-delà maintenant de ce droit, nous voyons d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral. La plupart de ces dirigeants et de ces responsables n'étaient pas dans un centre de commandement à riposter face à une agression dans le cadre d'une guerre déclarée à leur encontre. Non. Les Américains et les Israéliens ont assassiné des responsables iraniens sans déclaration de guerre, alors qu'ils se trouvaient pour la plupart d'entre eux chez eux, auprès de leurs familles, et que, avec eux, leurs familles ont été décimées. C'est d'une médiocrité morale sans nom. Je ne sais pas si l'on se rend compte de cette bassesse. Comment est-ce que l'armée la plus puissante du monde ne s'efforce même pas de frapper ses adversaires en les regardant de face? Comment est-il possible que l'armée la plus puissante du monde attende que son adversaire lui tourne le dos pour la frapper, pour le frapper? Comment est-ce possible? À quel point sont-ils descendus bas? Je pose cette question pour que l'on puisse prêter attention à ce que je dis depuis le début. C'est-à-dire que il est impossible que cette guerre soit une guerre de libération. Et j'en veux pour preuve, lorsque je prends cet exemple, de la médiocrité morale des dirigeants politiques israéliens et américains qui frappent dans le dos leurs adversaires, alors même qu'ils sont censés être incommensurablement plus forts. Cette médiocrité morale indique sans le moindre doute, sans l'ombre d'un doute, que ces gens sont trop bas pour chercher à libérer qui que ce soit, de quoi que ce soit. Revenons à notre historique. Parce que à partir du 2e jour de l'agression, jusqu'au 20e jour à peu près, les Israéliens et les Américains se sont mis à viser cette fois-ci des centrales énergétiques et des zones de production industrielle civiles. Ces attaques contre ces centres énergétiques et ces zones de production industrielle ont été quelque peu réfrénées dès lors que l'Iran répliqua contre Israël et contre les pays arabes du Golfe, les pays voisins de l'Iran, parce que, semble-t-il, tout le monde s'est mis à comprendre que si jamais les zones de production d'énergie et de production industrielle civile étaient détruites en Iran, alors ce serait le cas également en Israël et dans les pays arabes voisins. D'ailleurs, concernant la question des pays arabes et
voisins notamment, et de leur rapport à l'Iran, il faut soit que je fasse une vidéo sur le sujet, soit que de toutes les façons je l'aborde, parce que c'est un point important de la situation géopolitique internationale, et même au-delà, c'est un des éléments d'analyse que je cherche à faire concernant la révolution islamique elle-même. J'y reviendrai. Donc, du 2e au 20e jour, les Américains et les Israéliens ont frappé tout de même les centres énergétiques et les zones de production industrielle, même s'ils ont été quelque peu réfrénés par la réplique iranienne. La question qui se pose est en quoi est-ce que ces attaques contre des centres énergétiques d'une part et ces zones de production industrielle civile permettraient de libérer encore une fois le peuple iranien. D'autant plus que nous savons tous, c'est de notoriété publique aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire partie d'un service de renseignement pour le savoir, les villes souterraines de l'armée iranienne ou du corps des gardiens de la révolution se trouvent soit au cœur des montagnes, soit sous les montagnes. Et les Iraniens ayant prévu cette guerre depuis au moins 3 décennies, nous dirons pourquoi dans de prochaines vidéos, il est impossible qu'il n'ait pas, dès à l'avance, pensé à la question de la production énergétique et dans ces mêmes zones de stockage et de production souterraine d'armement, fabriquer ou produit des centrales électriques notamment. C'est quasiment inconcevable, je ne le crois pas une seconde. Donc, c'est encore une fois à se demander en quoi est-ce que frapper des zones industrielles civiles et des centres énergétiques permettrait de libérer la population iranienne, d'autant plus que le corps des gardiens de la révolution, lui, ne serait même pas touché par ces bombardements. Concernant les zones de production industrielle civile, c'est encore plus clair. D'autant plus que ce qui est touché dans ces zones, ce sont les zones pétrochimiques. La production de PVC, la production de plastique, la production de réfrigérateurs, la production de climatiseurs, la production de voitures. Et lorsque les Américains et les Israéliens frappent ces zones de production civile, qui est-ce qui paie immédiatement le prix de ces frappes? Ce sont les Iraniens, c'est la population iranienne, en raison de la flambée des prix. J'ai été personnellement dans une zone industrielle à Qom, entre Qom et Téhéran, et j'ai pu parler à des entrepreneurs et qui m'ont dit que les prix avaient doublé, parfois même plus que doublé, en raison de ces frappes, puisque c'est le jeu de l'offre et de la demande. S'il y a moins d'offres, et qu'il y a donc toujours autant de demandes, eh bien les prix augmentent. Donc en fait, celui qui est visé par ces frappes, mais ce sont les Iraniens. Ce sont les Iraniens. Ensuite, après avoir, durant à peu près 18 jours, du 2e au 20e jour, essayé de jouer sur la fibre énergétique et industrielle, mais s'être vu réfréné par les répliques iraniennes, tout d'un coup, le président américain a été, comme semble-t-il, pris de folie et a parlé de la mort d'une civilisation. Il a dit que ce soir, c'était sa phrase, ce soir, une civilisation va mourir. Et il s'est mis à frapper les ponts avant. Un certain nombre de ponts, même à Qom, ils ont frappé des ponts. La première question, c'est en quoi, encore une fois, les ponts vont-ils libérer le peuple iranien? Et nous savons très bien que ces ponts ne touchent pas les capacités militaires iraniennes. Absolument pas.
Donc non seulement la destruction de ces ponts ne peuvent permettre de libérer le peuple iranien, mais d'autant plus prononcer cette phrase insensée d'une civilisation qui va mourir, une civilisation plurimillénaire, peut-être la plus ancienne civilisation encore préservée sur Terre, une des plus anciennes du moins. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce qu'encore une fois cette médiocrité morale et éthique? Est-ce que l'on croit sérieusement que ces gens vont chercher à libérer quelque population que ce soit? Pour conclure cette vidéo, je souhaiterais vous parler de la population iranienne. Mais cette fois-ci, je ne souhaite pas vous parler de ce que la population subit, mais je voudrais plutôt vous dire ce qu'elle m'inspire. Parce que depuis les débuts du conflit, ce que nous pouvons constater et voir de nos propres yeux nous subjugue, nous laisse sans voix. Nous voyons un courage sans pareil, une ferveur immense, une abnégation et un sens du sacrifice qui impose le respect, et une solidarité qui redonne foi en l'être humain. Tous les jours que Dieu fait, nous les voyons manifester. Par milliers, par centaines de milliers, nous les voyons de nos propres yeux. Lorsque l'on regarde les réseaux sociaux et que l'on écoute ce que disent les autorités, ils parlent de 20 millions de manifestants tous les jours. D'autant plus la nuit. La nuit, les rues sont bondées de monde, avec les voitures à leur bord, des personnes tenant des drapeaux iraniens, flottant et se klaxonnant. Les Iraniens, vraiment, nous ont subjugués par leur courage, par leur abnégation. Mais plus encore, c'est une anecdote que je souhaite vous partager. Au lendemain de la trêve, alors que durant 40 jours, les Iraniens se faisaient tuer tous les jours, les Iraniens voyaient leurs pères, leurs frères, leurs maris, leurs épouses, leurs enfants mourir. Au lendemain de la trêve, c'est-à-dire au moment de souffler de cette offensive américano-israélienne, les Iraniens ont porté un slogan qui m'a profondément ému, profondément touché. Ils ont dit en persan, et ils le criaient tous les jours, et ils le crient encore aujourd'hui, du moins ils le criaient quand le cessez-le-feu n'avait pas encore lieu au Liban, ils criaient « Otash basse bilobnan, chiyan atast be'eslam », c'est-à-dire que tout cessez-le-feu, toute trêve qui ne prendrait pas en compte le Liban serait une trahison envers l'islam. Je vous demande de bien vouloir me croire lorsque je vous dis que je ne vous rapporte pas ce propos pour accentuer la dimension ou la teneur religieuse du propos. Absolument pas. Ce que j'essaie de dire, ce que j'essaie de vous montrer, c'est la fidélité de ce peuple iranien. Personnellement, lorsque j'ai entendu cela, j'en ai été ému aux larmes. Comment peuvent-ils encore penser aux autres à ce moment-là? En fait, ils se sont souvenus de qui les a soutenus. Et ils ont refusé de vivre la paix et le repos si ceux qui les avaient soutenus ne vivaient pas la paix et le repos.
Je les ai entendus le dire. Nous n'abandonnerons pas le Liban. Nous n'abandonnerons pas le Liban. Je vous laisse méditer sur ces dernières paroles et en vous laissant avec quelques images des victimes innocentes iraniennes bombardées par l'aviation américano-israélienne. Que la paix soit avec vous.